Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre programme hebdomadaire consacré aux questions économiques du continent africain. À suivre dans cette édition, l'impossible industrialisation des économies sans les matières premières, une situation que vivent de nombreux pays, notamment africains comme le Cameroun, qui, malgré sa politique d'import-substitution, n'arrive pas encore à promouvoir le Made in Cameroun. Un label qui pourtant lui permettrait d'accroître la production locale. Avantages comparatifs, secteur de production, consommation des ménages ou encore conséquences économiques sur le déficit de production des matières premières. Des termes que nous évoquerons dans quelques instants avec Louis-Marie Cacdeux. Il est économiste et enseignant-chercheur et également président du Forum camerounais des services de conseil agricole. Mais tout d'abord, cet élément de Serge Bertrand ici sur l'impossible industrialisation d'un État sans la présence des matières premières. L'expérience de l'industrialisation des pays riches en matières premières devrait parler aux pays africains et spécifiquement au Cameroun. Ces États ont une opportunité réelle de promouvoir la transformation économique par un processus d'industrialisation qui mette à profit les ressources dont le continent est richement doté. Tirer un parti maximal des matières premières du continent pour l'industrialiser suppose de leur ajouter une plus-value. De l'avis de certains observateurs, aucune croissance n'est envisageable sans la prise en compte de la production locale. Au Cameroun, par exemple, la politique d'import-substitution prévue pour booster l'économie ferait plus de mal que de bien à la production locale. En effet, la production annuelle du mil dans l'extrême nord du Cameroun est de 4 000 tonnes. Or, la seule société brassicole a une demande de 17 000 tonnes, sans considérer que le mil constitue pour les populations de cette région une denrée de grande consommation. De même, le secteur des oléagineux, avec une demande de 1,5 million de tonnes par an, ne produit que 400 000 tonnes, soit un déficit de plus d'1 million de tonnes. Ce qui fait dire à l'économiste Jean-Marie Cacdeux que toute industrialisation qui ne s'investit pas suffisamment dans la structuration de sa production locale créera plus de problèmes qu'elle n'en résout. Il est donc nécessaire d'investir sur les matières premières et la production locale et réduire les importations afin d'éviter le diktat et les aléas de la conjoncture économique internationale, en l'occurrence la crise mondiale du blé induite par le conflit russo-ukrainien. Et pourtant, le Cameroun dispose d'une immense richesse du sol et du sous-sol, d'un vaste potentiel forestier et agricole et bien d'autres. Le pays, qui représente environ 40% du PIB de la CEMAC et le plus diversifié de la région, reste toutefois très dépendant des produits qui restent non transformés comme le cacao, le café et même l'huile de palme. Le pays, considéré comme une économie à revenus intermédiaires de tranche inférieure, s'est lancé dans de vastes programmes économiques d'ajustement ou de réajustement avec les pays voisins de la sous-région et même les institutions économiques internationales. Économie de la situation économique du Cameroun dans cet élément que signe Marie-Vonne Dongo. Jusqu'en 2022, l'économie camerounaise reste la plus diversifiée de la sous-région Afrique centrale. À elle seule, elle représente 40% du PIB de la zone CEMAC. Pour faire ces chiffres, l'économie du Cameroun s'appuie sur plusieurs ressources. De prime abord, le pays est un important producteur mondial de biens comme le cacao, le café, les bananes, les produits de l'huile de palme, le tabac, le caoutchouc, le coton, le maïs et le manioc, entre autres. Le secteur primaire contribue à lui seul à 17,4% du PIB et emploie près de 43% de la population active. Le secteur secondaire représente 23,3% du PIB. Les principales industries du pays sont l'agroalimentaire, la scierie, la fabrication de biens et de consommation légers et le textile. Le secteur tertiaire représente 52% du PIB et emploie 42% de la population active. Elle bénéficie de l'activité économique créée autour de grands projets énergétiques. Le secteur des services est en plein essor, tiré par les secteurs des télécommunications, du trafic aérien et des transports. Depuis quelque temps, le Cameroun s'est engagé dans une politique ayant pour objectif de faire en sorte que le pays devienne une économie émergente à l'horizon 2035. Cette politique intègre un ensemble d'objectifs intermédiaires qui sont la réduction de la pauvreté, l'atteinte du stade du pays à revenu intermédiaire et ensuite l'atteinte du stade de nouveaux pays industrialisés et la consolidation du processus démocratique dans le respect de la diversité qui caractérise le pays. À présent, cet entretien accordé à Dash par Louis-Marie Cacdeux, économiste et enseignant-chercheur également, président du Forum camerounais des services de conseil agricole. Et on se retrouve juste après.
Alors, Louis-Marie Cagde, bonjour une fois de plus et bienvenue sur ce plateau d'Afro-Business. Bonjour Amel et merci de me recevoir. Alors, avant d'en arriver au détail de votre parution sur l'impossible industrialisation sans matières premières, que peut-on entendre par import-substitution? Politique d'industrialisation. Sauf que dans la théorie, on dit industrialisation en remplaçant les produits importés, et ce progressivement. Donc, si on importe, comme c'est le cas pour l'instant, 100% de blé, qu'est-ce que l'on fait? On produit progressivement le blé au Cameroun et les quantités produites ne sont plus autorisées à l'importation. Donc, on essaie de faire une transition pour ne pas qu'il y ait rupture de la chaîne d'approvisionnement sur le marché. Alors, vous entendre, on parle de la valorisation du Made in Cameroun, des produits locaux et la protection du marché local. Oui, absolument. Même dans l'économie libérale et même dans les accords signés de l'OMC, signés par le Cameroun, il est prévu la protection des industries naissantes. Et donc, c'est normal que nous protégions notre tissu économique qui est encore naissant, qui est encore fragile. Un bébé ne peut pas être mis en compétition avec des adultes. Et donc, quand il y a un bébé, il faut la protection à bord. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'essentiel de nos entreprises ont moins de 6 ans. Moins de 6 ans d'âge. Et donc, vous ne pouvez pas envoyer ces entreprises en compétition en l'état, sans les structurer, sans les mettre à niveau, etc. Donc, il y a encore des secteurs à protéger au pays si nous voulons avoir un tissu économique. Et ça, c'est normal. Et comment arriver à ce que vous qualifiez d'avantage comparatif? Ce sont des secteurs où, normalement, le Cameroun a des prédispositions pour être plus compétitif que les autres pays. Juste pour vous donner une illustration, avant de revenir sur le cas du Cameroun, la Côte d'Ivoire a renforcé son avantage comparatif sur le cacao, au point où aujourd'hui la Côte d'Ivoire est la première puissance du monde de cacao. C'est quand même quelque chose. Et donc, le cacao est cette locomotive qui permet de tirer les autres secteurs économiques dans ce pays-là. C'est pour ça que la théorie de l'avantage comparatif est intéressante, parce que c'est une théorie de spécialisation de l'économie. Et donc, vous ne pouvez pas, comme c'est le cas pour le Cameroun maintenant, vouloir investir dans tous les secteurs à la fois, alors que vous n'en avez pas les moyens de coordination. Imaginez, vous êtes responsable d'un service et donc vous devez pouvoir coordonner. Parce que quand vous investissez partout à la fois, dans tous les secteurs à la fois, il vous faut les moyens de coordination et il vous faut les capitaux. C'est comme si vous lanciez 20 chantiers, 30 chantiers à la fois. Oui. Non. Vous faites un chantier, vous terminez, vous approfondissez ce chantier et peut-être même vous rentabilisez ce chantier. Ça vous donne les ressources pour investir ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant. Donc chez nous, on met les petits moyens dans plusieurs choses. Et quand vous n'atteignez pas le seuil de rentabilité, c'est inutile. Vous creusez plutôt le cercle vicieux de l'endettement. Et donc, vous allez voir qu'en moins de 5 ans, nous avons plus ou moins doublé notre dette. Nous étions dans les années 2016 à 6 000 milliards d'endettement au Cameroun. Toutes les sources nous disent qu'on a dépassé 11 000 milliards en 2022. Ce qui est très inquiétant. Donc, on ne peut pas passer le temps à s'endetter ou à faire des petits endettements pour investir dans des secteurs non productifs et investir quand on choisit des secteurs productifs sans atteindre le seuil de rentabilité. Ça ne vaut pas la peine sur le plan économique. Et donc, c'est tout ça qui rend impossible l'industrialisation dans notre pays. Alors, avec des secteurs de production quasiment déficitaires aujourd'hui, notamment, les voyants sont au rouge. Est-il indiqué d'absorber le peu de matières premières qui existent actuellement sur le marché? Est-ce qu'il n'y a pas de risques? Il y a un risque de créer des crises sociales. Par exemple, dans la partie septentrionale du pays, où il y a déjà 75%, quand on parle de 75% d'enfants victimes de sous-alimentation,
vous ne pouvez plus aller là-bas absorber le peu de sorgho qui entre fait partie de l'alimentation principale, de base de ces populations. Vous ne pouvez pas aller absorber tout ça. Et donc, c'est vrai que il faut la matière première localement, mais pour approvisionner l'industrie, il faut produire davantage. Donc, une société brassicole, dans le cadre d'une incitation, l'une des rares que le gouvernement avait donnée en 2018, en abaissant leur droit d'assise de 20% pour favoriser l'achat des matières premières localement, c'était intéressant. Cette société brassicole a passé la commande de 17 000 tonnes de sorgho à Cropsec. Cropsec, c'est une union de coopératives dans l'extrême nord du Cameroun. La capacité de production de ces coopératives dans l'extrême nord n'était que de 4 000. C'était inquiétant. Si vous absorbez tout ça, les gens mangent quoi? Les gens vont mourir de faim. Cette société brassicole veut 17 000. On produit 4 000. 4 000. Donc, pour livrer la société brassicole, il faut faire 17 000 au moins plus 4, c'est-à-dire 21 000 tonnes. C'était une opportunité, c'était un boulevard, c'était tout un marché que l'on créait dans cette zone-là, sauf que ça n'a pas duré 2 ans. Le gouvernement est revenu sur ces mesures et donc tous les investisseurs qui voulaient se lancer dans la production massive ont plutôt été piégés parce qu'ils se sont endettés et sans avoir même produit, on a coupé l'opportunité. Et voilà, ça fait que les gens n'ont pas confiance. Ça fait partie des problèmes que l'on a dans l'environnement. Alors, M. Kakule, plus simplement, est-ce que vous parlez de matière première, est-ce qu'on peut prétendre industrialiser un pays en important de la matière première? Une telle approche est-elle économiquement viable et durable? Non, parce que en important, en dépendant des importations, comme c'est le cas chez les meuniers, vous êtes victime des fluctuations sur le marché international. Et ce qu'on appelle les chocs externes, c'est-à-dire des décisions prises par d'autres gouvernements qui vous impactent à l'interne et dont vous n'y pouvez rien du tout. Les meuniers dépendaient à 60% de la Russie pour l'approvisionnement en blé. Et donc, du jour au lendemain, le président russe décide, pour les raisons internes, de ne plus exporter son blé, de ne plus vendre son blé. Et donc, vous perdez un fournisseur de 60%. C'est important. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas ajuster là. Vous perdez votre plus grand fournisseur et donc ça impacte votre industrie. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc la meilleure façon d'investir et d'industrialiser, de s'industrialiser, c'est quoi? C'est de s'autonomiser en matière première. Il n'y a pas d'industrie sans matière première. Et donc pour faire une industrie, il faut commencer par les matières premières. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est un énorme défi pour les entreprises, hein, si elles veulent s'industrialiser. Absolument. Au niveau du patronat, du GICAM, par exemple, ils ont compris ça, sauf qu'il n'y a pas eu aussi de mesures d'accompagnement derrière, parce qu'ils ont lancé à un moment la politique d'un patron, une plantation. Sauf que c'était cosmétique. Quand ils font 500 hectares, c'est rien du tout. Aujourd'hui, il faut penser en termes de centaines de milliers d'hectares. Si on parle de riz, il faut 200 000 hectares de riz pour réussir à produire la demande actuelle au Cameroun. Et donc, s'ils font 500 hectares, c'est cosmétique. Mais on voit qu'au Nigeria voisin, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Au Nigeria voisin, que dit l'État? L'État dit aux importateurs, écoutez, chers importateurs, si vous voulez continuer à recevoir les avantages de l'État, les incitations fiscales, administratives, etc. pour importer, alors vous devez nous montrer proportionnellement l'investissement que vous faites localement. Oui. Et donc, les importateurs de riz au Nigeria ont commencé à produire localement et c'est proportionnellement à la plantation que vous créez que l'État vous donne des incitations fiscales. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des pyramides de riz exposées au Nigeria comme des trophées de guerre. Pour dire, finalement, le Nigeria qui était dépendant de riz produit localement son riz. Voilà ce que ça donne. Et ça, à moins de 10 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Permettez que je vous donne l'exemple du Gabon. Le Gabon dépendait entièrement du Cameroun il y a 15 ans, 12 ans, en denrées alimentaires. Si on prend l'huile de palme, tout s'achetait au Cameroun.
Mais à travers un seul programme, le programme Graines, lancé quand? Lancé en 2012 par le président élu en 2009, qu'est-ce qui s'est passé? En moins de 10 ans, c'est le Gabon qui nous livre l'huile de palme. Notre ministre est allé au Gabon, dit « Je bloque votre production d'huile de palme parce que le Cameroun en a besoin. » Vous voyez le paradoxe? Ça, ce sont des réformes simples. Et donc, mettre sur pied des mesures incitatives et des programmes pour booster la production, c'est possible. Alors moi, je reviens sur les matières premières. Le déficit de production des matières premières a forcément un impact économique assez grave dans un pays. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous pouvez faire sans matières premières ou sans production? Quand on a des secteurs entiers, tous les secteurs qui sont déficitaires, c'est inquiétant. Même les secteurs, les rares qui étaient excédentaires comme la filière avicole, aujourd'hui, parce qu'à cause d'une mauvaise gestion de la grippe aviaire, est devenue déficitaire au point où on importe tout et on va être obligé peut-être de réautoriser les importations des découpes de poulet congelés parce que c'est ce qu'on entend déjà, même si ça va faire la guerre au Cameroun, mais parce qu'on n'acceptera pas. On entend déjà ça. On a décimé la production locale des poulets encore une fois de plus, ce qui n'est pas compréhensible. Tous les autres pays protègent leur tissu économique local et certaines décisions administratives, lorsqu'elles sont prises dans notre pays, sont vraiment disproportionnées et nous poussent à nous demander vraiment si il y a un intérêt spécifique à consolider le peu de matières premières qu'on a au pays. Sinon, c'est un boulevard qui existe. Quand on nous dit ensemble qu'on a fermé la Sotramas parce qu'il n'y a pas de matières premières, c'est honteux pour une zone forestière où on avait besoin que de 6 000 hectares, créer des emplois et créer tout ce qui va. On a des jeunes qui chôment, etc. dans ces localités-là. Et on a des concessions forestières de plus de 50 000 hectares qu'on donne aux gens un peu partout dans la région du Sud. Et on n'arrive pas à trouver 6 000 hectares. Le gouvernement lui-même n'arrive pas à trouver 6 000 hectares seulement pour approvisionner une usine. Et on arrive à fermer. C'est compliqué. Quand on voit la SPAC à Bafang qui n'a pas de poulet, on arrive à fermer. Ce n'est pas... C'est difficile à comprendre. Donc tout ça, il faut essayer de voir. Nous avons tout ce qu'il faut. Il faut peut-être que l'on renforce la volonté politique. Il est clair qu'il y a donc existence d'un déficit, mais je voudrais savoir, est-ce que justement l'existence d'un déficit ne pourrait pas être une opportunité pour une production massive si on décidait vraiment de s'y lancer? C'est une opportunité. En économie, c'est le marché qui est compliqué. Il y a aujourd'hui des gens qui ont des produits, il manque de marché. C'est d'ailleurs pour ça que ces pays industrialisés cherchent de nouveaux marchés à l'étranger. Et c'est la recherche de marché qui a conduit à des calamités ou des catastrophes qu'on a eues, comme la traite négrière et tout ça. Des gens qui exploraient le nouveau monde. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Nous, on a déjà le marché. Ce qui devrait effectivement être une opportunité. Parce que quand vous avez le marché, il faut produire. Et donc, on voit des choses un peu paradoxales. On a le marché, on n'arrive même pas déjà à combler ce marché-là. On va chercher d'autres marchés avec les accords de partenariat économique. Ça n'a pas de sens. Parce que vous allez signer un accord de partenariat économique avec l'Union européenne pour avoir accès à un marché de 500 millions de consommateurs, c'est bien. Mais déjà, le marché de 24 millions de consommateurs qu'on a au pays, on n'arrive pas à couvrir. Ça sert à quoi cette histoire? Ça va donc créer le mercantilisme, c'est-à-dire les échanges à sens unique. Parce que vous, si vous produisez le maïs là maintenant, le marché absorbe tout. Si vous produisez le riz, le marché absorbe tout. Si vous produisez l'huile de palme, vous allez exporter alors quoi finalement? La banane, vous allez exporter. Donc la banane, on dit la banane française produite au Cameroun. C'est-à-dire que ce n'est pas la banane camerounaise, ce n'est pas le paysan camerounais qui vend cette banane, etc. Et donc ce sont des choses comme ça qui sont un peu contre nature, qu'il faut regarder et qu'il faut régler. Pour avoir une économie normale, un pays normal, un fonctionnement normal. Et donc,
la matière première, le déficit en matière première, effectivement, est une opportunité et c'est à nous de saisir ces opportunités-là. On dit aux jeunes, allez saisir. Ok, vous voyez aujourd'hui, un jeune se lance dans la production des tomates et qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit choc. Le gars a fait des emprunts un peu partout pour aller faire la tomate et vous vous retrouvez en train de détruire cette tomate comme on a vu très récemment. Ça fait mal parce que le gouvernement camerounais ne prend pas, par exemple, ce qui est prévu dans la loi, dans le code civil, les décisions d'utilité publique avant de détruire ou pour détruire. Et donc, si vous entrez dans une ferme peste porcine, vous détruisez tout, alors que le paysan s'est battu dans les tontines et puis dans les microfinances, tout ça, pour trouver l'argent et se lancer, vous détruisez sans prendre une décision d'utilité publique, ce n'est pas intéressant. La décision d'utilité publique se prend pourquoi? Parce que ça ouvre aux indemnisations. Et donc, nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'indemnisation sur des pertes agricoles. Et par conséquent, des gens perdent et ne s'y investissent plus. Si on prend dans le cadre du port, par exemple, dans la seule région de l'Est, nos amis de Data Cameroun ont fait l'enquête. Sur 1000 éleveurs qu'il y avait en 2016, on n'en avait plus que 12 en activité. Ils ont tous abandonné, ce qui n'est pas intéressant parce qu'on ne les indemnise pas et parce que dans leur activité n'est pas rentable. Donc, il faut que nous essayions de voir des choses comme ça, de résoudre ces problèmes-là, si nous voulons faire de notre marché, de ces déficits-là, de réelles opportunités. Notre économie, on dit, elle est agricole, n'est-ce pas? Sauf que l'agriculteur n'a pas de statut. Ce n'est pas normal. Vous pouvez pas, l'économie ne peut pas reposer sur des gens qui n'ont aucun statut. Et donc, ils sont dans l'informel. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas de sécurité sociale. Ils n'ont pas d'assurance maladie, maladie, mais d'assurance aussi tout risque. Assurance tout risque. Oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si vous demandez à un assureur de venir assurer votre champ? Il refuse. Il refuse. Vous n'avez pas de statut, c'est l'informel. Comment l'assureur va travailler? Et donc, une des choses qu'il faut résoudre pour que nous arrivions à industrialiser, à nous autonomiser en matière première, c'est de trouver un statut à ceux qui produisent la matière première. Il faut que l'agriculture soit un métier, il faut que l'élevage soit un métier. Sinon, les jeunes ne sont pas intéressés. Alors, quand vous posez la question aux jeunes, les jeunes veulent la sécurité de l'emploi. Et donc, les jeunes vont chercher un emploi salarié, un CDI, ou vont chercher le matricule. Alors, une dernière question avant de refermer ce programme. De quels outils ici en matière d'industrialisation dispose le Cameroun et qu'est-ce qu'il faut encore au Cameroun pour prétendre se mettre sur la voie de l'industrialisation? L'import-substitution est une bonne chose. Il faut renforcer ça. Il faut augmenter les droits d'assises sur des produits, certains produits importés. Il faut abaisser la charge fiscale sur la production nationale et donner beaucoup d'incitations pour la production nationale. C'est insuffisant. J'ai dit qu'on a donné pour la banane. Je ne veux pas cracher dessus. Mais il faut qu'on donne pour le riz, pour le blé, pour le maïs, pour le manioc, pour la patate, etc. Et donc, pourquoi pas pour tout le secteur agricole? Et que l'on dise, production agricole, 7 ans d'exonération. Ça, c'est intéressant. Ça, les gens vont se lancer là-dedans. Il faut qu'on le dise pour résoudre le problème structurel dans lequel nous nous trouvons. Deuxième chose, je mets le doigt sur les normes. Les normes sont très lourdes. Quand vous demandez ce qu'il faut pour créer une PMI, on peut vous demander jusqu'à 28 certificats de normalisation. C'est trop. Et chaque certificat coûte entre 400 000 et 600 000, souvent pour une validité de 6 mois. Et donc, vous allez voir quel jeune qui va tous les 6 mois payer 400 000 ou 600 000 fois 28 pour être à jour. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on abaisse ça. Et qu'on ait plusieurs niveaux de normes. Je ne veux pas dire que pour les normes internationales, il ne faut pas... Mais c'est lorsque une entreprise est dans sa phase d'extension et prétend livrer dans le marché international. Pourquoi est-ce qu'il nous faut mettre des normes sur le bâton de manioc?
en 2017, vous ne pouviez pas avoir de bâton de manioc en rayon de supermarché parce que ça ne respectait pas les normes. Mais le bâton a tué qui au Cameroun? Personne. Et donc, pourquoi est-ce qu'on met les normes internationales pour faire le bâton de manioc? Nous sommes aujourd'hui dans un déficit structurel. Je prends des choses banales comme ça. Oui. Dans un déficit structurel de production de bâton de manioc au Cameroun, les Camerounais en consomment et en demandent. Sauf qu'on ne peut pas le faire industriellement parce que les normes qu'il y a là-dessus sont importantes. Le PAM, quand il y a encore eu guerre à RCA et qu'il y a eu afflux de réfugiés à l'Est, a commandé le couscous. 50 000 tonnes n'a pas eu. Vous vous imaginez qu'à l'Est, ou bien dans la zone forestière, on n'a pas le couscous. C'est parce que ça ne respecte pas les normes. Pourquoi on met tous ces genres de normes? On a entendu que le couscous a tué qui au Cameroun? Et donc, il y a des choses qu'il faut qu'on résolve, qu'on ait des normes pour le marché local. Et donc, si vous voulez faire votre produit à Douala pour vendre à Douala, on ne vous embête pas avec certains types de normes. Oui. Si vous, des normes pour le marché national. Si vous voulez produire localement et vendre sur l'ensemble du territoire national, on peut commencer à être regardant sur certaines choses. Oui. Ça, et des normes pour le marché international. Si vous voulez exporter, alors vous devez respecter les normes internationales. Je vais vous surprendre. Produit bio. Le papayer ou le manguier qui est derrière la maison de votre grand-mère n'est pas déclaré bio sur le marché international. Parce que la norme est allemande. Et on a mis des choses terribles là-dedans qui font que au Cameroun, on ne va pas déclarer cette papaye-là bio. Parce qu'on ne va pas être capable de prouver, par exemple, des choses terribles comme est-ce que il y a eu les vers de terre ont favorisé la décomposition du sol et machin, etc. Mais comment vous faites pour vérifier? Mais je sais que la mangue de ma mère est bio. Mais je n'aurai pas de certificat là-dessus. Je n'aurai pas ce label. À nous de le faire et de créer nos propres labels, de créer nos propres niveaux de normes pour notre propre marché local. Ça commence par là. Et donc, ce sont des choses un peu terribles. Si on résout ça et on investit dans la recherche et le développement, on finance la recherche pour faire en sorte qu'on résolve le problème de conservation. Rien n'est possible en industrie si on ne peut pas conserver. Une industrie fonctionne au moins 10 mois sur 12. Oui. Et les matières premières, si c'est une industrie agroalimentaire, sont saisonnières. Il faut pouvoir conserver pour alimenter l'industrie tout le long de l'année. Au Cameroun, on n'a pas de solution à long terme. Il faut qu'on trouve cette solution-là si l'on veut véritablement industrialiser. On aurait pu parler du foncier et d'autres choses, mais c'est toujours des choses qu'il faut résoudre si l'on veut réussir. Sans oublier la com. Il faut vulgariser. Il faut vulgariser. Nous sommes à votre service. Merci beaucoup. Il faut changer le mindset des Camerounais qui veulent consommer, importer aussi. Parce que le Camerounais veut dire la montre que j'ai ou bien mon téléphone, ça vient de Mbeng et tout ça. Il faut que les Camerounais apprennent à consommer camerounais et à faire confiance aux produits camerounais. Ça commence par là. Quand je vais chez quelqu'un, il me sert le café, il dit que ça vient de France. Je dis, je ne veux pas le café de France, je veux le café made in Cameroun parce que ça existe et que c'est de meilleure qualité. Merci beaucoup, Louis-Marie Kadidou, pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur et président du Forum camerounais des services de conseil agricole. C'est moi qui vous remercie. Le service, le CAMFAS, c'est comme ça que ça s'appelle, Cameroun Forum for Agricultural Advisory Services. Et c'est la fin de ce numéro d'Afro-Business. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux, Twitter, Facebook, YouTube ou encore Instagram. Très bonne suite du programme et à très bientôt.